Pas de voleur ni d'agresseur. Il n'y a pas de voleur, pas d'agresseur. C'est votre signe de salut? Oui, c'est notre signe de salut. Il y avait des rapports sexuels avec les jeunes filles esclaves. Bienvenue dans la dernière maison des esclaves. Les récalcitrants pour les attacher et les fouetter. Devant la cellule des enfants. Dès que vous passez cette porte, c'était adieu l'Afrique. Les chaînes qu'ils utilisaient, que l'esclavage a été la plus grande génocide que l'humanité ait jamais connue. Nous pouvons pardonner. Mais on ne peut jamais oublier. Alléluia. Alléluia. Je vais goûter le mafé au poisson. Salam alaikum Nangadef, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, toujours en direct du Sénégal, en direct de l'île de Gorée, ici au Sénégal, situé à 22 km de Dakar. Alors très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Sénégal tous les jours sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct du Sénégal. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci vraiment beaucoup pour la force et le soutien. Et puis comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous conseille de me suivre parce que dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapide. Hier j'ai passé une soirée tranquille sur Gorée, je suis parti manger une petite street food et c'est vrai que l'atmosphère de Gorée le soir c'est sympa. On se retrouve avec les locaux, les touristes repartent avec la chaloupe et nous on se retrouve plongé dans cette ambiance goréenne à la locale. Donc j'ai dormi dans un hôtel très sympathique, regardez, avec une belle vue là sur l'embarcadère, l'entrée de Gorée qui s'appelle Cœur Louise, et je vais vous faire le petit room tour, le petite visite. Et aujourd'hui on va aller rejoindre un guide et on va se plonger dans l'histoire de Gorée. Comme je vous expliquais hier, le mieux c'est de faire ça bien évidemment avec un guide pour comprendre vraiment l'histoire et le passé de cette île. On est parti, yallah. Donc ça c'est l'hôtel Cœur Louise où j'ai passé la nuit, qui est vraiment très joli, très calme. Donc là on a la salle, salon, on peut se poser là pour travailler, profiter, boire un café, petit déjeuner. En face il y a un grand jardin et moi ma chambre était de l'autre côté. Alors j'avais une chambre simple qui coûte 60 000 francs CFA la nuit. Oui je sais, c'est un peu cher. Il faut savoir que ici Dakar les hôtels sont très chers et Gorée c'est pareil. Donc ça c'était ma chambre, je suis désolé elle est un petit peu sans dessus dessous parce que bon j'ai dormi dedans. Voilà, donc j'avais une chambre simple avec une belle salle de bain et tout le confort nécessaire. Douche, toilette. Juste avant de quitter l'hôtel Cœur Louise, je vais vous montrer juste la salle de conférence. Alors oui, c'est en plein ménage, c'est très propre. Mais juste ici, cette salle de conférence, il faut que je vous raconte une petite anecdote. Alors cette salle de conférence, il faut savoir que il y a eu le président Barack Obama. Alors c'est pas le seul, mais c'est quand même l'un des plus populaires. Mais Barack Obama est venu ici tenir une conférence lorsqu'il est venu visiter Gorée en 2012-2013, quelque chose comme ça. Ça s'est passé ici, dans la salle de conférence de mon hôtel. C'est ouf de se dire qu'il y avait quand même Barack Obama ici, voilà, qui a tenu un discours. Après il y a eu plein d'autres présidents de plein d'autres états, mais bon, celui que j'ai retenu
c'est quand même baraque. Voilà, allez, on est parti, on va rejoindre le guide. C'est parti pour cette nouvelle journée d'exploration en direct de Gorée. Ses maisons colorées, ses petites ruelles, son atmosphère charmante et sympathique, la gentillesse de ses habitants. Vous voyez, hein, je suis juste en face de l'embarcadère. Bon, l'île est toute petite, hein, 900 mètres sur 300 mètres. On est sur la place centrale de Gorée que je vous ai montré hier et là je vais rejoindre mon guide tout de suite. Alors attention, hein, quand je vous dis que passer une nuit c'est vraiment sympa, c'est pas Ibiza, hein, c'est pas la fête, c'est vraiment, vous êtes plongé dans une atmosphère locale, vraiment avec les Goréens. Et je trouve que comme type d'expérience c'est sympa. Après Gorée, ça peut très bien se faire à la journée sans souci, hein, vraiment vous prenez la chaloupe vers 11h, vous pouvez rentrer vers 17-18h. Vous avez visité Gorée en une journée, ça se fait vraiment très simplement, mais passer une nuit, moi je trouve que c'est très sympa. Voilà, ça permet vraiment de prendre son temps tranquillement et puis voilà, d'être avec les gens, parce qu'une fois que tous les commerces sont fermés, bah, les gens se rejoignent sur la place, discutent, mangent une petite street food. Salam alaikum, bonjour. Salam alaikum, Nangadef, ça va bien? J'ai rejoint notre ami Falou, qui va être mon guide du jour. Ça va Falou? Ouais, je vais bien, alhamdulillah. Et toi? Ça va. Bien dormi? Bien dormi, bien reposé. Réveillé? Oui, c'est calme. Voilà, maintenant c'est le moment. On est loin du brouhaha de Dakar. Ouais. Voilà, ici c'est calme, il n'y a pas de voiture. Pas de pollution. On circule à pied, pas de pollution. Là je suis avec tous ses amis. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Voilà. Il n'y a pas de voleur ni d'agresseur. Il n'y a pas de voleur, pas d'agresseur. Raison pour laquelle les policiers là, ils n'ont pas beaucoup de choses à faire. Ah, ici ils sont tranquilles, hein, ils se reposent. Oui, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde, c'est tellement petit en même temps. Voilà, on a une seule porte, c'est la Chol. Donc toi Falou, tu es goréen, mais tu n'es pas né à Gorée. Je suis pas né. Tu habites à Gorée, c'est ça, mais... Oui, depuis 2002. Depuis 2002. Ouais, ah, donc tu as vu Barack Obama quand il est venu? Ah, ça c'est sûr, mais j'ai pas vu Bush. Pour lui, on était enfermés. Vous étiez pas là. Voilà. Du coup, mais pour Bush, oui, pour Obama, lui, voilà. Pour Obama, il y avait on l'a accueilli, voilà. Ouais. Oui. Ouais, je comprends. J'imagine que ça a dû être vraiment l'événement quand il est venu ici. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Donc lui, il était heureux, nous aussi. On est sur la place centrale et ils m'ont invité gentiment à déguster un petit café Touba. Le café Touba, spécialité du Sénégal. Hein. Ouais. J'ai découvert ça ici, c'est du café. Non, c'est le même grain qu'on utilise pour faire du Nescafé. C'est quelque chose qui est spécial pour le Sénégal. Oui, parce que vous mettez du clou de girofle. Là. Voilà, on ajoute du clou de girofle. Voilà, c'est café clou de girofle. Pas mal du tout. Hein. Voilà. Comme ça, on sera prêt pour attaquer la journée. Ouais. La découverte de l'île ensemble. Ouais, Inch'Allah. Faire un petit tour là, regarder les coins et les recoins, parler un peu de l'histoire. Ouais, voilà. Comprendre ce qui s'est passé à Gorée. Exactement, l'histoire ne ment pas. Et ben on déguste ça tranquillement et puis ensuite on va découvrir Gorée avec Falou. Bon, l'avantage aussi d'avoir un guide local, c'est qu'on apprend quelques mots en Wolof. Voilà. Parce que tu leur as dit au revoir, mais moi j'ai compris un mot comme en turc. J'ai compris gulé. Légui. Légui. Veut dire à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Ok. Légui. Voilà. Si tu dis ça, il comprend. Et pour dire merci, on dit Djeredjef. Djeredjef. Bon, je vais noter tout ça sur mon téléphone, comme ça. Parce que c'est des mots importants que tu peux utiliser. Bien sûr. Quand quelqu'un te fait quelque chose et tu veux le remercier, tu lui dis Djeredjef. Voilà. Mais tu sais, j'ai toujours dit quelque chose, c'est ma philosophie de voyage, c'est que quand tu vas dans un pays, tu peux pas apprendre la langue du pays en une semaine, 2 semaines, un mois. Impossible. Mais juste apprendre à dire bonjour, merci, au revoir, Nangadef, comment ça va, magnifique. Tu vois? Oui, ça veut dire les mots qui sont habituels. Ça fait plaisir. Voilà. C'est une marque d'attention envers la population locale. Si, exactement. Juste bonjour, merci, au revoir, déjà c'est l'essentiel. Voilà, donc les éboueurs, vous voyez, hein, ils ne sont pas véhiculés, ils utilisent les ânes. Bienvenue à Gorée. Là, nous sommes dans une île qui fait 900 mètres de long, sur 300 mètres de large, pour une superficie de 28 hectares. Donc c'est une île qui est petite par sa taille, mais aussi elle est grande par son histoire. Cette île, nous sommes aussi 1800 habitants, donc il y a 1200 musulmans et 800 chrétiens, mais nous vivons en parfaite harmonie. Donc nous n'avons pas de problème de religion. Nous avons une église et aussi une mosquée qu'on verra tout à l'heure. Et l'origine de cette île, donc, elle est volcanique. Et d'après donc les géologues, sa dernière éruption remonte d'environ 13 millions d'années. Plus précisément 13 400 000. Les roches noires là que vous voyez un peu partout à Gorée, ce sont des roches volcaniques que l'on appelle le basalte. Et tous les
bâtiments sur cette île donc, ont été construits à partir de ce basalte-là. Et on verra 4 couleurs sur les murs de Gorée, la couleur verte, jaune, rouge et blanche, qui représente le passage des 4 puissances européennes sur cette île, à savoir les Portugais, les Français, les Anglais et les Hollandais. Mais c'était les Portugais les premiers à mettre les pieds ici en 1444 par un navigateur qui s'appelait Denis Diaz. Et souvent aussi accompagné par des missionnaires catholiques qui avaient une mission d'évangélique, c'est-à-dire de propager le christianisme. Raison pour laquelle la première chose qu'ils ont construite arrivé ici, c'était une chapelle en 1481, qui est devenue maintenant l'actuel poste de police. Et donc Gorée est devenu maintenant une patrimoine mondial de l'UNESCO à partir de 1978. Ce qui veut dire que donc on ne peut plus changer l'architecture des bâtiments ni aussi la couleur des murs. Si on construit quelque chose, on est donc utilisé ces pierres basaltiques-là et aussi choisir parmi ces 4 couleurs-là. Et aussi avant, il y avait quelque chose qu'on appelait la commerce triangulaire. Les Européens ils venaient ici pour chercher les esclaves. Ils les amenaient dans les plantations en Amérique, Brésil, Cuba, Haïti. Et les récoltes là-bas de coton, de café, de tabac, donc c'est ce qu'on amenait en Europe. Ça revenait en Europe. Ouais. Voilà. Donc c'était entre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Mais aussi, ce n'était pas les Européens eux-mêmes qui capturaient les esclaves qui allaient à l'intérieur de l'Afrique. Parce que ça avait coïncidé avec des guerres tribales. Il y avait des tribus qui se faisaient la guerre. Et à la fin de la guerre, donc, il y avait des prisonniers. Et c'était ces prisonniers même qui étaient échangés contre les pacotis que les Européens mettaient dans leurs bateaux en venant ici. Parce qu'ils y mettaient des pacotis comme des fusils, de l'alcool, de la bière, des colliers, etc. Et ce qui est échangé contre ces esclaves-là. Et à cette période, la valeur d'un homme dépendait de sa musculature, la valeur d'une femme de la fermeté de ses seins et la valeur d'un enfant dépendait de sa dentition. Un homme et une jeune fille avaient la même valeur échangée contre un fusil. Une femme échangée contre de l'alcool et un enfant échangé contre, comment dirais-je, un miroir. Qui échangeait en fait les esclaves contre des fusils, etc. C'est les chefs de tribu. Les chefs de tribu. On dit que les Africains étaient impliqués dans ce trafic-là. D'accord. C'était les Africains qui vendaient leur propre. D'accord. C'était un troc. C'était un troc. Voilà. Il n'y avait pas qu'à Gorée où il y avait des esclaveries. Presque tous les pays qui étaient en bordure de mer, qui étaient sur les côtes, donc avaient aussi des points de départ, comme au Bénin. On a le Wida là-bas, en Gambie, James Island, au Ghana, le château d'Elimina, Nigeria, Togo, Sierra Leone. Il y en avait plusieurs. Mais ici, à Gorée, était le centre de transit le plus important. Parce que géographiquement, le Sénégal se trouve beaucoup plus à l'ouest. À l'ouest. On est vraiment sur la pointe là, ici. Exactement, raison pour laquelle pointe même ouest. ces puissances européennes là se battaient pour l'occupation de cette île. Parce que c'était un point stratégique. Stratégique, bien sûr. Et aussi, Gorée a eu plusieurs noms. Avant l'arrivée des Portugais, il y avait des pêcheurs sénégalais qui y fréquentaient. C'était des pêcheurs autochtones. Ils l'ont appelé Ber, B2ER. Il y a même une chaloupe qui s'appelle Ber accostée à Dakar. Donc c'était le premier nom de cette île, une plante sucrée qui poussait ici et qu'une fois consommée avait l'effet d'un alcool. Après il y a les Portugais qui sont arrivés et ont vu beaucoup de palmiers ici, ils l'ont appelé Île des Palmes, île des Palmes. Et après les Hollandais 1516, donc vu la configuration de l'île, comme les bateaux pouvaient accoster sans pour autant avoir de problème, ils l'ont appelé Goederede qui signifie donc le bon port. Et donc après, un amiral français arrivé ici en 1667, Jean d'Estrein, lui donc a préféré prendre le premier syllabe de chaque mot pour former le mot Gorée. Donc c'est là d'où vient le mot Gorée. Donc l'île a eu plusieurs noms. Les gens qui sont ici, ce sont ou des pêcheurs, ou des guides, ou des commerçants. Exactement. Des restaurateurs. Des restaurateurs. Des hôtels, ceux qui font des tableaux d'art. Oui. Ceux qui font des tableaux sablés. À partir de plusieurs sables qui nous viennent un peu partout de l'Afrique. Et les femmes qui vendent des souvenirs de Gorée. Et comment toi t'en es arrivé à devenir guide justement? Comment tu t'es dit bah tiens, j'aimerais bien devenir guide sur Gorée? Déjà j'ai eu mon bac en 2010, un bac scientifique. Ok. Après j'ai fait une formation en télécommunication et réseau pendant 3 ans, donc j'ai eu ma licence. Sur Dakar? Oui, oui, bien sûr. Après donc c'était difficile aussi d'avoir un boulot. D'accord. Mais en même temps aussi je faisais du foot parce que j'ai joué à l'US Gorée ici. D'accord. Mais donc... Il y a une équipe ici à Gorée? L'US Gorée? Oui, on a une équipe dans le championnat. Ok. En première division. Ok. Il fallait trouver quelque chose à faire, donc je fais une formation en guidage. D'accord. Après me dire que je vais essayer d'avoir quelque chose à faire au lieu de rester à la maison. Comme bien sûr. Dans ce que j'ai étudié, j'ai pas de boulot. Bien sûr. Il fallait pas rester sans rien faire. Bien sûr, il fallait rebondir dans quelque chose. Ouais. Mais sinon aussi, si des prestations de services en télécommunication, maintenance, installation de réseau, tout ça là, je peux gagner un marché et aller faire ça et après revenir. Donc là, nous sommes dans la place qu'on appelle la place de la Liberté. D'accord. Voilà, donc la place de la Liberté, mais avant, on l'appelait
la place de l'Europe parce que ça a été financé par l'UNESCO. Ok. Et on l'a appelé la place de l'Europe et ce qui a fait beaucoup de bruit. Parce que les gens se sont dit comment on pouvait avoir une place de l'Europe là où il y avait l'esclavage. Il y a eu beaucoup de bruit par rapport à ça. Et on l'a renommé pour l'appeler maintenant la place de la liberté et aussi de la dignité. Et cette statue qui est en face de nous, qu'on appelle la statue de la libération de l'esclavage, avant ça se trouvait devant la maison des esclaves. Mais c'est après qu'on ait changé le nom de cette place-là qu'on l'a déplacée parce que quoi, on s'est dit que voilà, c'est la place idéale pour le mettre. Et cette statue nous a été offerte par nos frères guadeloupéens en 2002. Parce qu'on sait que les gens de la Guadeloupe, les Martiniques, les Antilles, tous, voilà, leurs ancêtres étaient des esclaves. Et donc ça marque aussi la fin de l'esclavage. Et on a un couple au-dessus d'un tambour. Les chaînes dessinées qui symbolisent la libération. Et le tambour auparavant, c'était un moyen de communication. Parce que selon le son joué, les villages environnants, ils pouvaient savoir le message qui a été passé. C'était utilisé pour envoyer des messages? Exactement, auparavant. Wow. Parce que si tu es dans un village et qu'il y ait des... il n'y a pas le téléphone à l'époque, Voilà, on ne pouvait pas envoyer un petit texto. Voilà, exactement. Et quand les chefs donc, donnaient des instructions, peut-être aux batteurs exactement, s'ils jouent le son, les villages qui étaient aux environs, donc, pouvaient savoir le message. Très intelligent. Donc voilà, auparavant on l'utilisait. Et on pourrait le réutiliser maintenant vu qu'on n'a pas de 4G, non, pas d'internet. Non, ce matin j'aurais pu t'envoyer un petit message en tam-tam, j'arrive, je suis un peu en retard. Mais je pourrais pas le décoder. Je pourrais pas le décoder. Et le bâtiment qui est en face de nous là, c'est un ancien fort militaire. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les puissances européennes se battaient pour l'occupation de cette île. Et les Français qui sont les derniers à être ici, on l'a récupéré entre les mains des Hollandais. En 1677 par un marin qui s'appelait d'Estrée. C'est lui qui a permis à la France de récupérer cette île. Après, les Français l'ont achevé en 1856. Mais est-ce que les Hollandais, les Anglais, les Français se battaient? Il y avait des guerres ici pour cette île? Comment ça s'est passé? Ou alors il y avait des accords, on vous donne ça, vous nous laissez l'île? Comment ça se passait exactement? Non, c'était pas des accords, c'était juste ils se battaient, soit des guerres et ainsi de suite. Parce que si je vois un peu partout à Gorée, il y a des canons. Donc ils se battaient, peut-être le plus fort prenait possession de cette île. D'accord. Il y a eu plusieurs successions. Et les Anglais aussi sont venus plusieurs fois, mais sachez aussi plusieurs fois, raison pour laquelle ils sont allés en Gambie, qui est ici à 400 km du Sénégal, pour s'installer là-bas. Et c'est après que la Gambie aussi est devenue... c'est pour ça que la Gambie parle anglais et le Sénégal... anglaise. D'accord. Voilà. Et donc, quand ils ont achevé ce fort militaire-là, ils ont donné le nom d'Estrée. Donc, c'était le fort militaire d'Estrée. Ce sont tes amis? Oui, oui. Non, ça, c'est notre dori. C'est votre signe de salut? Oui, c'est notre signe de salut. D'accord. Parce que ça, ça vient de Mam Cheikh Ibrahima Fall. D'accord. Parce que comme que le Satan avait refusé. Attends, on fait deux fois comme ça? Ah ouais, ça dépend. Moi je connais ça, je connais comme ça. Il y a certains qui se sont comme ça. Mais celui-là, nous, c'est comme ça. D'accord. On dit que cette salutation-là, ça montre le respect qu'il y a envers ton prochain, quoi. Parce que quand Dieu a fait descendre le Satan sur lui, a fait descendre l'humain, le Satan avait refusé de se prosterner pour lui. D'accord. Tu vois, maintenant, quand tu te prosternes comme ça devant ton prochain, ça prouve que toi, tu as accepté sa part d'humain qu'il va par rapport au Satan, quoi. Donc là, Waouh, on en apprend des choses, hein. Ouais. Merci. Ça, c'est le Baïfal. Le Baïfal. Ah, Baïfal. Le salut Baïfal. Baïfal, tu bailles le Fal et Allah. Tu me traduiras. Ici au Sénégal, il y a plusieurs confréries. Chez les musulmans. Plusieurs parties. D'accord. Il y a les Mourides, il y a les Khadr, les Tidjanes, les Layènes. Et donc chacun aussi a un guide religieux. D'accord. Et les Mourides, donc la plus grande confrérie ici au Sénégal, ce sont les Mourides. D'accord. Et leur guide religieux, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. D'accord. Et Cheikh Ahmadou Bamba, son plus grand disciple, c'est Mam Cheikh Ibrahima Fall. D'accord. Et ce Mam Cheikh Ibrahima Fall là, c'est lui qui a montré comment un disciple doit être et doit se comporter en face de son guide religieux. D'accord. Est-ce que toi tu fais partie de cette confrérie? Oui, je fais partie de cette confrérie mouride. D'accord. Et Fallou, mon nom,
Fallou Ça fait vient- partie des noms les plus populaires du Sénégal et c'est un fils de ce guide religieux Cheikh Ahmadou Bamba. Donc Fallou était le deuxième khalife, c'est-à-dire parce que lui quand il était décédé, donc il y a ses fils qui ont commencé à le succéder. D'accord. C'est-à-dire dans cette confrérie-là, parce qu'il y a toujours un guide religieux qui coiffe tous les disciples. D'accord. Et Serigne Fallou aussi était le deuxième khalife général. Et quand il était ici, c'était quelqu'un qui est tellement gentil et voilà, qui s'occupait presque des préoccupations de tous les talibés. Voilà, donc c'est un nom vraiment populaire. Et salam alaikum. Et Mam Cheikh Ibrahim Fall, donc lui, donc était le disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce qu'il passait tout son temps à travailler pour lui. C'était quelqu'un qui était discipliné, toujours au service des autres et sans attendre rien en retour. C'est le plus beau. Oui. Faut jamais rien attendre justement. Rien attendre. Quand on donne, voilà. C'est pas pour attendre quelque chose en retour. Durant les mois de Ramadan, les Baïfal, ils tuent des bœufs, des moutons, des poulets pour faire le repas, c'est-à-dire pour couper le jeûne et le distribuer gratuitement. Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà. Donc après peut-être qu'on aura le temps, on aura l'occasion d'en parler beaucoup plus parce que c'est quelque chose qui est très vaste. Bien sûr. Voilà. Ces Européens-là, souvent quand ils venaient ici, ils avaient des rapports sexuels avec les jeunes filles esclaves. Et ces jeunes filles esclaves-là, souvent aussi avaient des enfants métis. Donc il y a un métis populaire qui habitait ici, qui s'appelait Victoria Alves. Ces maisons, excuse-moi, donc c'est des maisons qui sont en forme de bateau et donc c'était... La majeure partie d'elles, donc c'était des métis qui vivaient. D'accord. Donc il y a une d'entre elles qui s'appelait Victoria Alves qui était très populaire et aussi eux à un moment donné ils avaient des esclaves qu'on appelle les esclaves de case, c'est-à-dire pour ceux qui travaillaient pour eux dans les maisons. Alors moi j'ai lu quelque chose sur internet, tu vas pouvoir sûrement me confirmer. J'ai lu que par exemple les femmes noires qui avaient des rapports sexuels avec les hommes blancs et qui donc par la suite avaient une descendance métisse, ces femmes-là, elles ne partaient pas. Elles retrouvaient la liberté. Elles retrouvaient. C'est pour ça que beaucoup justement s'adonnaient à cette pratique-là pour pouvoir retrouver la liberté. Voilà. C'était leur seule voie de salut, le seul moyen pour elles de retrouver la liberté. Donc après c'était devenu la fin de l'esclavage, après c'était devenu un tribunal. D'accord. Et après le tribunal, c'était devenu aussi un musée de la femme. Le musée de la femme. Et le musée de la femme actuellement donc est transféré à Dakar. D'accord. Maintenant c'est devenu un centre de documentation sur l'esclavage. Bienvenue dans la dernière maison des esclaves, construite par les Hollandais en 1776. Et dans une maison comme celle-ci, on pouvait avoir 150 voire 200 esclaves qui vivaient tous au rez-de-chaussée. C'était donc oui. Et ce sont donc les Européens qui vivaient à l'étage, les maîtres. Et aussi on pouvait avoir une famille entière, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants. Arrivés ici, ils vivaient séparément parce qu'ils étaient séparés par le sexe et par l'âge. Il y avait des cellules pour hommes, pour femmes, pour enfants, pour les jeunes filles, pour les esclaves rebelles et même pour aussi les inaptes temporaires, c'est-à-dire les esclaves qui n'avaient pas atteint le poids minimum de 60 kg. Et aussi au moment de les vendre, on les vendait séparément. On pouvait vendre le père au Brésil, la mère Haïti, l'enfant au Cuba, ce qui veut dire que donc la séparation était totale. Dès qu'ils quittaient ici, ils n'allaient jamais se revoir. Pour les hommes arrivés ici, la première chose à faire c'était de les peser. Et donc, comme je dis, le poids minimum c'était de 60 kg. Et là, c'était le salle de pesage. Et donc, ceux qui n'avaient pas le poids minimum de 60 kg, ils allaient être engraissés comme du bétail pendant 3 mois et 3 mois et demi. On leur donnait du fer de marée, un haricot local que l'on appelle le niébé, mélangé avec l'huile de palme qui est riche en fer. Donc là, on a 3 cellules pour les hommes. Et à l'opposé là-bas, on a 2 cellules pour les hommes. Donc on avait 5 cellules pour les hommes. Ceux qui ne pouvaient pas partir justement pour travailler dans les champs, dans les Amériques, qu'est-ce qui devenait cela? Cela ne va pas faire des hommes libres. Ils allaient être vendus ici pour servir localement, c'est-à-dire devenir des esclaves domestiques. Pour hommes, qui fait 2,60 m sur 2,60 m, dans laquelle on pouvait mettre 15 voire 20 esclaves, qui étaient assis le dos contre le mur et ayant des chaînes au cou et au bras. Et ces pauvres n'étant libérés qu'une seule fois par jour pour leur permettre de satisfaire leurs besoins, c'est-à-dire de manger et d'aller aux toilettes.
Et donc, pour les hommes, les toilettes, c'était à l'extérieur parce qu'il y avait là-bas un pont en bois de palmier. Et maintenant, après, s'ils avaient encore envie d'aller aux toilettes, ils étaient obligés de le faire sur place. Oh. Ce qui veut dire que donc, ces esclaves, ils vivaient ici dans un état d'hygiène si repoussant que la première épidémie de peste qui a ravagé Gorée en 1779 est partie de ce lieu. D'accord. Et à cette époque, il n'y avait pas de médecin ni de pharmacien. Et la conséquence directe était que les malades étaient automatiquement jetés à la mer pour éviter de contaminer les autres. Mieux vaut perdre un esclave que d'en perdre plusieurs. Et c'était aussi le même principe durant le voyage. S'il y avait un malade, ils étaient automatiquement jetés à la mer. Parce qu'à cette époque, il y avait plusieurs épidémies, peste, choléra, fièvre jaune, etc. Et aussi, quand ils partaient d'ici aussi, la première chose dont ils perdaient, c'était leur nom d'origine. Parce qu'ils étaient marqués au fer rouge à l'épaule et chacun donc avait un numéro d'immatriculation. Et quand ils arrivaient dans les plantations, les nouveaux maîtres vont leur donner de nouveaux noms. Raison pour laquelle on voit des noirs avec des noms anglophones, des noms francophones, des noms portugais, etc. Bien sûr. Et peut-être que si ils avaient voyagé d'ici avec leur nom d'origine, peut-être que leurs descendants, ils pouvaient savoir où ils venaient exactement. S'ils viennent du Nigeria, du Bénin, du Sierra Leone, du Sénégal, etc. Mais actuellement, la seule chose dont ils savent, c'est qu'ils viennent de l'Afrique. C'est comme les Afro-Américains aujourd'hui, par exemple, on a des Will Smith. Mais exactement. Et ils ne savent pas d'où ils viennent exactement. Pas, parce que ce sont des noms, c'était les noms de leurs maîtres. Exactement. Et si on regarde les fenêtres, c'est en forme de meurtrière. Donc c'est ouverte à l'intérieur et refermée vers l'extérieur. Et le but, c'était d'éviter les invasions, mais aussi de créer une aération. Sous les escaliers là, c'était pour les esclaves rebelles, les récalcitrants, ce qui créait des problèmes. On les mettait sous les escaliers pour les punir. Peu importe le nombre, la seule préoccupation des gardiens à cette époque, c'était de pouvoir refermer la porte en gris après avoir mis quelqu'un à l'intérieur. Raison pour laquelle on pouvait en mettre 5 voire 6 esclaves. Et à l'intérieur, impossible de se tenir debout. Soit vous êtes accroupi ou bien assis. Mais il restait combien de temps? Ils pouvaient rester jusqu'à 3 jours, libérés une seule fois pour leur permettre de satisfaire leurs besoins. Nelson Mandela est venu ici en visite officielle en 1991. Mais ce n'était pas seulement pour venir visiter la maison des esclaves. Parce que à cette époque-là, il y avait, quand il était emprisonné en Afrique du Sud, il y avait des gens qui faisaient le tour du monde pour demander sa libération. Et donc le Sénégal faisait partie des pays qui octroyaient des passeports diplomatiques à ces gens-là. Donc c'était donc pour remercier le Sénégal. Et par cette occasion, il était venu visiter la maison des esclaves. Et quand il était arrivé, il était rentré sous ces escaliers-là pendant 5 minutes. Et dès qu'il était ressorti, il avait les larmes aux yeux. Parce que se souvenant des 27 ans de prison qu'il a fait en Afrique du Sud. Et aussi essayer d'imaginer comment ces Européens-là, ils pouvaient mettre un être humain sous ces escaliers-là pendant 5 minutes. Juste pour dire qu'ils nous prenaient comme de la marchandise. Bien sûr. Parce que ces esclaves-là, ils étaient vendus, ils étaient troqués, ils étaient aussi échangés. On séparait les femmes et les hommes. Voilà. Et donc après ces 3 jours passés sous ces escaliers, on les a menés dans cette cellule que l'on appelle la grande cellule des récalcitrants. Parce qu'ils ne voulaient pas que ces esclaves rebelles-là puissent avoir des contacts avec les autres. Raison pour laquelle on les gardait séparément, ici, pour ne pas créer de rébellion. Et la particularité de cette cellule, donc, c'est le poteau-là qui est au milieu. Souvent, ils s'en servaient pour les attacher et les fouetter. Parce que aussi, ils voulaient les diminuer physiquement et mentalement, ce qui continue toujours à se rebeller. Et aussi, on les vendait exclusivement en Jamaïque et en Haïti, parce que là-bas, les sols sont arides et c'est très difficile à vivre là-bas aussi avec le climat. Donc, c'était comme une continuité de la punition. Et on se voit aussi souvent les Jamaïcains qui ont le sang bouillonnant ou bien qui s'énervent vite, peut-être que c'est du fait que leurs ancêtres étaient des esclaves rebelles. Et ici en Afrique, on a plusieurs races et chaque race avait sa cote et sa spécialisation. Et la race la plus cotée donc était les Yoruba, qui sont originaires de l'ouest du Nigeria et de l'est du Bénin. Et à part ces Yoruba aussi, il y avait aussi les Bambara qui sont originaires du Mali. Donc eux, ils étaient considérés dans les plantations comme des éléments géniteurs, exclusivement donc pour la reproduction. Ils s'accouplaient avec les femmes esclaves pour donner des enfants qui auront le sang Yoruba ou Bambara. Et plus tard aussi, quand ils vont grandir, ils vont devenir forts et costauds. Et essayer de garder une continuité de ces races-là. Devant la cellule des enfants,
sur la tête. Tout le monde était séparé, femmes, Exactement. Il y avait hommes, plusieurs enfants. cellules. Exactement. Et donc là, la cellule des enfants, donc c'est un couloir de 7 mètres de long sur 1,20 m de large, dans laquelle on mettait 30 voire 40 enfants qui étaient entassés comme des boîtes de sardines. Et donc ici, le taux de mortalité était beaucoup plus élevé. Parce que ces enfants-là, ils dormaient torse nu. Mais aussi, ils n'avaient pas les chaînes comme les hommes. Et ici, le taux de mortalité était très élevé, environ 30%. Et c'était des enfants qui avaient entre 7 et 15 ans. Ceux qui avaient moins de 7 ans, donc restaient avec leur maman dans la cellule des femmes. Mais ceux qui avaient plus de 7 ans, on les amenait dans cette cellule, filles et garçons. Dans le premier compartiment là-bas, on mettait les garçons. Et dans le deuxième compartiment ici, on mettait les filles séparées par un portail en fer. Peut-être qu'il y avait plus de filles que de garçons. Et ces enfants-là arrivaient aussi dans les plantations, ils travaillaient. Et leur rôle, c'était la cueillette du coton, du café, etc. Parce qu'ils étaient beaucoup plus habiles, ils pouvaient se faufiler facilement dans les champs. Donc, il n'y avait qu'à l'époque les vieillards et les personnes malades qui étaient exclus. Mais tous les autres, ils étaient vendus. Donc là, c'est la cellule des jeunes filles. Voilà, la cellule des jeunes filles esclaves. Et on les appelle les jeunes filles vierges. Et ces jeunes filles vierges-là, à l'époque, le signe de virginité, c'était celle qui avait encore les seins bien fermes. Donc en Afrique, c'était un signe de virginité. Et si on entre dans cette cellule, peut-être la première chose qu'on va voir, c'est qu'il y a des fenêtres un peu partout. Et donc le but à l'époque, c'était que ces Européens-là, ils ne voulaient pas que ces esclaves puissent garder l'idée dans la tête aussi qu'ils pouvaient avoir une vie privée. Parce qu'à partir de n'importe quelle cellule, on pouvait savoir ce qui se passait à côté. Voilà, donc il n'y avait pas de vie privée. Et donc, si on regarde aussi, cette cellule, elle est beaucoup plus grande que celle des autres. Et aussi, il y avait aussi un trou connecté à la mer qui leur servait de toilette. Et c'était aussi la seule cellule dans cette maison où il y avait les toilettes. Et on se demande pourquoi ces privilèges-là pour ces jeunes filles esclaves, parce que ces Européens-là, ils ne venaient jamais avec leurs femmes. Donc il y avait un traité qui leur interdisait de venir avec leurs femmes ici. Et donc chaque soir, venus, ils pouvaient choisir parmi ces jeunes filles esclaves-là pour avoir des rapports sexuels. Et quand on constatait maintenant la jeune fille en état de grossesse, elle était mise en liberté ici à Gorée ou bien à Saint-Louis vers le nord du Sénégal. Et après, elles allaient avoir des enfants métis, issus de père blanc et de mère noire. Et ces enfants métis-là, les garçons, on les appelait des mulâtres. Et les filles, on les appelait des signares. Signar étant une déformation d'un mot portugais, señora, qui signifie la dame. Et c'est à partir de 1815, lors du congrès de Vienne, que ces enfants métis-là jouissaient du droit de citoyen français. Donc après, ils étaient considérés comme des citoyens français. Donc si vous voyez, c'était important à cette époque-là, pour ces jeunes filles esclaves, d'avoir des rapports sexuels avec ces hommes blancs pour retrouver la liberté. C'était leur seul voie de sortie. Qu'est-ce que devenaient les premiers enfants métis? Est-ce qu'ils avaient plus de privilèges ici ou oui, parce bien ils étaient rejetés des deux camps, j'ai envie de dire souvent même, ils étaient les intermédiaires. Ouais. Ils ne sont jamais devenus esclaves. Plus tard même, il y a certains qui ont aussi eu des esclaves, c'est-à-dire des esclaves domestiques qui leur servaient dans leur maison, qui travaillaient pour eux dans leur Mais ils étaient plutôt acceptés plus par les Blancs alors? Oui, parce qu'ils servaient aussi d'intermédiaire. Parce que comme je te dis, c'est quelqu'un qui est dans les deux parties. Donc ça pourrait servir d'intermédiaire, c'est-à-dire de faciliter un peu s'ils ont besoin de quelque chose. Donc là, nous sommes en face de la fameuse porte du voyage sans retour. Ici, nos ancêtres, ils allaient les yeux fixés sur l'infini de la souffrance. Parce que dès que vous passez cette porte, c'était adieu l'Afrique. Il n'y a jamais eu de retour. Et ces esclaves-là, ils venaient dans des horizons différents. Donc arrivés ici, ils ne pouvaient pas communiquer ensemble parce qu'ils n'avaient pas le même langage. Ils ne savaient pas le pourquoi ils étaient là et où ils allaient être envoyés. Donc ils ne faisaient que obéir les ordres. Et quand ils partaient d'ici, ils étaient enchaînés 2 à 2. Et au milieu de 2 esclaves, il y avait une boule de 10,3 kg qu'ils traînaient. C'était pour éviter les invasions. Et donc, il y a les gros bateaux qui étaient amarrés beaucoup plus loin. Et on les mettait dans de petits pirogues pour les amener vers les gros bateaux. Donc il y a certains qui préféraient mourir que de faire le voyage. Ils se jetaient à la mer. Mais si vous le faites, vous allez amener le second qui était attaché à toi. Et avec cette boule de 10,3 kg, ils allaient mourir noyés. Raison pour laquelle, à cette époque, cet espace de l'île était envahi par les requins.
parce que même les malades étaient automatiquement jetés à la mer. Voilà. Donc c'est pour ça que en fait, si certains voulaient s'enfuir, ils pouvaient pas avec la boule. Mais exactement. Ils se noyaient quoi qu'il arrive. Quel que soit Alpha. Et là, à gauche et à droite, c'était les salles d'attente, c'est-à-dire les esclaves déjà vendus, c'est ici qu'ils attendaient l'arrivée des bateaux. À droite, c'était pour les hommes et à gauche, c'était pour les femmes. Et si on avance encore, on a deux autres cellules à gauche et à droite, c'était celle des gardes. Et ces gardes-là étant choisis parmi les inaptes temporaires, c'est-à-dire les esclaves qui avaient moins de 100 kilos et qui collaboraient avec ces Européens-là. Et on suppose qu'à cette époque, ils n'avaient pas le choix. Et le pape Jean-Paul II est venu ici en visite officielle en février 1992. Et quand il est venu, il a reconnu que ce sont les missionnaires catholiques qui ont commencé la traite des Noirs en Afrique. Et par cette occasion aussi, il avait célébré une messe ici à Gorée. Et à la fin de la messe, il était venu devant cette porte du voyage sans retour là, à genoux, pour demander le pardon à toute l'humanité et au nom de l'Église catholique. Et l'ancien conservateur de cette maison des esclaves, qui s'appelait Boubacar Joseph Ndiaye, lui avait répondu, oui pour le pardon, mais non pour l'oubli. C'est-à-dire, on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Le bureau de l'ancien conservateur de la maison des esclaves qui s'appelait Boubacar Joseph Ndiaye, voilà, qui est devenu maintenant un musée. Donc si on vient là, on a quelques exemplaires de maison des esclaves. Donc celle-là, ça se trouve au Ghana, qu'on appelle le château d'Eliminant, et aussi la plus grande des esclaveries. Celle-là, ça se trouve en Gambie, on appelle le Kunta Kinte Island, aussi appelé le James Island. On a une autre au Bénin qu'on appelle le Bida, etc. Et là, c'est les maisons où vivaient ces esclaves-là, dans les plantations. Et celle-là, ça se trouve à Whitney, donc Whitney Plantation. Aux États-Unis. Voilà. Et entre ces deux escaliers-là, c'était le marché. Les deux escaliers-là en forme de fer de cheval. Donc c'était le marché des esclaves, ils venaient un par un. Et il y a le marchand et l'acquéreur qui étaient souvent au-dessus là pour regarder la marchandise. Ils étaient même souvent palpés, on regardait la dentition, discuter les prix, etc. Parce que c'était de la marchandise. Donc il fallait vérifier aussi si c'est de la bonne qualité. Et on a là les chaînes qu'ils utilisaient pour les poignets. Et la chaîne qu'on a ici au milieu, souvent c'était pour le cou. Et là, c'est la fameuse boule de 10 kg 300 qu'il traînait entre deux esclaves. Wow. C'est très lourd, raison pour laquelle, oh la vache, même un bon nageur, ils allaient c'est très très lourd. Voilà, exactement. Et on a quelques célébrités aussi qui sont passées par ici. Oui, donc le pape, tu m'en as parlé, Nelson Mandela. Nelson Mandela en 91. C'est les Jackson 5? Les Jackson 5 en 1974. Là, on a Michael Jackson à l'âge de 14 ans. Waouh! Voilà. Barack Obama en 2013. Là, on a Christine Lagarde de la FMI en 2015. Là, le président du Ghana en 2017. Et là-bas, Bill Clinton en 98. Et au milieu, c'est l'ancien conservateur de cette maison de l'État, Boubacar Joseph Ndiaye, qui est né en 1922. L'esclavage donc a été aboli par un Français du nom de Victor Schœlcher en 1848, plus précisément le 27 avril. L'esclavage c'était du 16e siècle pour ne se terminer qu'au 19e siècle. Environ 400 ans d'esclavage. Et les Français qui étaient les derniers à être ici nous disent qu'il y a 20 millions de Noirs qui sont partis et 6 millions qui sont morts de mauvais traitements. Mais là, ce n'est qu'une hypothèse basse donnée par les archives françaises. Parce que selon un scientifique du nom de Cheikh Anta Diop, le nombre est beaucoup plus important. Parce que si on essaie de faire le calcul, pour Gorée seulement, pendant ces 400 ans d'esclavage-là, chaque 3 mois ou 3 mois et demi, il y avait plus d'une vingtaine de bateaux qui partaient d'ici. Et chacun pouvant contenir 150, voire 200 esclaves. Et que vous additionnez aussi avec les autres points de départ, comme au Bénin, en Sierra Leone, Gambie, Ghana, Togo, Nigeria, etc. Raison pour laquelle, lui, il nous donne un chiffre qui tourne aux alentours de 150 millions de Noirs qui sont partis. Et juste après la fin de l'esclavage, il y a eu ce qu'on appelle la colonisation. Et le Sénégal a été colonisé donc par les Français qui étaient les derniers à être ici, jusqu'aux indépendances en 1960, qui a duré environ
300 ans. Donc à peu près 700 ans que le continent africain était entre les mains de ces Européens-là. Donc raison pour laquelle on dit que l'esclavage a été la plus grande génocide que l'humanité ait jamais connue. Car des innocents sont morts ici dans ce sanctuaire africain. Et si on regarde l'extermination des Juifs qui a fait à peu près 6 millions de morts, qui a duré 3 ans, donc ce n'est rien comparé à l'esclavage qui a fait des millions de morts, des millions et des millions, et qui est reconnu tout récemment comme un crime contre l'humanité par ces Français-là. Donc c'était ce qu'il y a à savoir donc, sur la maison des esclaves. Et donc l'histoire est aussi, elle est vraiment triste. Mais aussi c'est devenu maintenant un lieu de commémoration, mais aussi de pardon. Merci. Pour se souvenir Voilà. que ça s'est passé et ne jamais oublier. Exactement. Merci beaucoup. Jërëjëf. On les a amenés aux Amériques. Mes chers élèves, chaque année, avant que vous terminiez votre parcours scolaire de la classe de C2, CM1, CM2 jusqu'en terminale, vous avez l'obligation, je ne dis pas de venir ici, mais d'apprendre votre histoire, votre culture, que ce soit l'histoire de votre famille, que ce soit l'histoire de votre quartier, de votre ville, de votre département, de votre pays. Normalement, vous devez continuer à chercher ou bien à connaître votre histoire. Parce qu'aujourd'hui vous appartient et demain vous appartient. C'est vous l'avenir, le présent et l'avenir de ce pays, de toute l'Afrique même, pour ne pas dire du monde entier. Donc à l'école, continuez à apprendre vos leçons. C'est très 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 important. Nous pouvons pardonner, mais on ne peut jamais oublier. Nous pouvons pardonner, mais on ne peut jamais oublier. Nous pouvons pardonner, mais on ne peut jamais oublier. Le dispensaire de Gorée. Ok. Donc on a une maternité, on a un dentiste, Ok. mais si on a des cas graves, on les amène à Dakar. Bien on a sûr. aussi un bateau ambulance au cas où si la chaîne. C'est vraiment pour les premiers soins quoi ici. Voilà, exactement. Donc là, c'est le baobab qui est l'emblème du Sénégal. Donc un arbre qui peut vivre jusqu'à même 1000 ans. Son bois est spongieux, donc on ne peut pas l'utiliser pour faire du feu. Son fruit, on l'appelle le pain de singe, avec lequel on peut l'utiliser pour faire du jus local que l'on appelle le jus de bouille, le jus blanc là. Et souvent même, si tu as la diarrhée... C'est ça que j'ai trouvé la dernière fois au marché, je sais pas ce que c'était, la dame elle me dit bouille. Bouille, oui, c'est bouille. C'est un peu blanc. Oui, c'est blanc. Eh ben merci, j'ai la réponse aujourd'hui. Voilà, maintenant on l'utilise pour faire le jus local là. Et même si vous avez tu as la diarrhée, si tu bois une concentration de ce jus, ça permet de stopper la Ah diarrhée. ouais, donc c'est naturel, pas besoin de prendre de médicaments. Voilà, c'est naturel. Donc jusqu'en 1000 ans. Et c'est un arbre aussi qui nous vient de la Madagascar depuis la période du néolithique. D'accord. Et son nom scientifique, c'est Addasonia digitata, le nom scientifique du baobab. D'accord. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Tu veux voir les djembés? Ah, les djembés, c'est le tam-tam. Oui. Cela, c'est pour faire de la musique, c'est plus pour envoyer des messages. Bye bye. Nijar. Tranquille. Il y a beaucoup d'art sur l'île. Hein. Oui, il y a beaucoup d'art. Beaucoup de peintres, de sculpteurs. Alors là, je pense qu'on a la mosquée en face, si je dis pas de bêtises. Voilà, parce que exactement. hier, j'étais là, perché au-dessus, j'ai entendu l'appel à la prière et je Voilà, voyais des gens exactement. se diriger pour faire leurs ablutions. Exactement. Donc là, nous sommes en face de la mosquée de l'île de Gorée. Et donc, cette mosquée, auparavant, c'était un couvent. Donc, c'est là où vivaient les religieux, qui a été construite en 1822 et qui est devenue une mosquée à partir de 1892. Et quand on regarde, ça ne ressemble pas à une mosquée. Et on ne peut pas aussi y Non. ajouter un minerai, parce que Gorée étant devenue une patrimoine mondial de Donc on ne l'UNESCO peut plus toucher à l'architecture. à des l'architecture, comme tu m'as expliqué bâtiments. tout à Voilà, l'heure. depuis 1978, on ne peut plus toucher aux architectures de ces bâtiments-là. Raison pour laquelle on l'a laissé comme ça. Sinon, on allait ajouter un minerai pour que ça ressemble vrai. beaucoup plus à. Parce une que mosquée. moi, si j'étais passé devant sans savoir que c'était une mosquée, je l'ai vu hier parce que j'ai vu des gens, donc je m'en suis douté. Mais si j'étais juste passé devant comme ça, j'aurais jamais Impossible de. perçu que c'était une mosquée en Voilà. fait.
On fait un peu les jambes là. Voilà. On travaille. Voilà. On se creuse un peu l'appétit avant l'heure du déjeuner. Salam alaikum. Ça va Lui bien? aussi, il fait des vidéos. C'est vrai? Ouais. Comment tu t'appelles? Babacar. Babacar. Ouais, et toi? Ben. Ben. Enchanté. Ouais, enchanté. Des vidéos de quoi? Bon, je suis reporter déjà, mais je réalise des clips. Ah, et tu es goréen? Ouais, Super. Bah, tu m'enverras tes coordonnées ouais, t'inquiète. par Fallou. Ouais. Vas-y. Après, ñu déggoo. Merci. Salut mon pote. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bonjour madame. Bonjour, Nangadef. maa ngi fi. Vous allez bien? Très bien. Ben, Benjamin. Enchanté Amina. Et là, on a une vue panoramique de l'île. Je fais exactement le même chemin que j'ai fait hier, mais sans toi. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment toute l'histoire de l'île, quoi. Et surtout de son passé. Voilà. Hier, c'était la découverte en solitaire. Aujourd'hui, j'ai les explications. Peut-être on regarde ici. Salam alaikum. Ani sen cheikh ne. Ah ñëwul. C'est très paisible ici aussi. Voilà. Hein. Et cette partie de l'île. Camara, jaar nañ la. Yaa ngi ci jàmm. Alhamdulillah. Ah jërëjëf, merci waay. Jërëjëf. C'est difficile de passer incognito ici. On connaît tout le monde Non, quand on tout le habite monde, sur Gorée. Hein. Tout le monde connaît tout le monde, voilà. Donc là, toute cette partie de l'île, il y a des souterrains. Et là, quand tu vois, ce sont des antennes, le Canal+, etc. Mais cette partie, c'était la partie militaire de l'île. D'accord. Souvent dans les endroits, les points en hauteur, c'est toujours des points stratégiques pour voir qui c'est qui arrive de loin, les ennemis, ou voilà. Exactement. On est vraiment dans l'actualité parce que, comme vous voyez, on n'a plus de 4G, il est 13h, ça a été Ouais, le coupé. président nous coupe l'Internet Ouais. entre 13h et 2h du matin pour empêcher. La diffusion d'images, peut-être d'informations, Voilà. Et etc. voilà, empêcher aux gens d'accéder. À l'information. À partir d'une certaine heure, nous n'avons plus de 4G. Le seul moyen de nous connecter à Internet, c'est de passer par un réseau Wi-Fi et d'avoir un VPN. Enfin, sur les réseaux sociaux, je parle. Parce que quand on a du Wi-Fi, on peut utiliser Internet, aller sur un site lambda. Ouais. Mais par contre, on ne peut pas utiliser les réseaux sociaux. Salam alaikum. C'est la partie militaire de l'île, donc auparavant c'était habité par les militaires, raison pour laquelle ici les habitations sont des souterrains comme des bunkers. Donc toute cette partie-là, il y a des chambres qui sont là, donc vous descendez en bas pour y accéder. Il y a toujours des gens qui habitent dans des bunkers? Oui, il y a des gens qui les squattent. D'accord. Voilà. Et ça représente quoi ce... Donc ce monument-là, on l'appelle le mémorial de Gorée. Ok. Donc qui a été construit en la mémoire donc, des esclaves qui sont partis ici et pour aller aux États-Unis. On voit que ça ressemble un peu à un bateau voilier, c'est-à-dire les bateaux qui les transportaient à cette époque-là. Donc c'est ça qui a été inauguré en décembre 1999 par le deuxième président du Sénégal, Abdou Diouf. Et actuellement aussi, ils sont en train de construire un autre beaucoup plus grand que celui-là sur la corniche. ak benn écran bu mag bu nekkoon fii ci buntu bi ventilo nga xam ne. soxna Siré Salimata Ndiaye itam muccul ci yële manifestation. ci jàngay station yi tamit des ñu gannaaw ci. En Wolof, nous on dit keseng keseng. Keseng keseng, c'est les maracas sénégalaises. Voilà, exactement. Et tu sais en jouer? Oui, presque tous les Goréens. Ça va en jouer. Si tu sais pas en jouer, c'est que t'es pas goréen. Voilà, il y a ça aussi. C'est comme ça qu'on peut reconnaître un goréen d'un non-goréen. C'est fait avec quoi? C'est un fruit qui nous vient de la Casamance vers le sud. Ok. Et après, on met des perles noires à l'intérieur. Muhammadu Rasulillah for my my baby for my Wuzila for my baby for my Wuzila
Alléluia, 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 Alléluia. Baby so, biso, biso. Il m'a donné gore, il m'a donné gore. L'un des meilleurs moments de la journée dans les explorations, c'est toujours de reprendre un petit peu d'énergie. Alors je viens juste de laisser notre gentil guide Falou et je vais goûter le mafé au poisson. Alors là je suis dans un restaurant en face de l'embarcadère comme hier qui s'appelle chez Kiki, non pas chez Kylian Mbappé mais chez Kiki. Je suis juste à côté de chez Tonton et en face de chez Néné où j'ai mangé hier le Thié Boudien. J'ai la vue face à l'océan, c'est très sympa. Alors en fait hier je voulais absolument goûter le Thié Boudien, c'est fait. Aujourd'hui je voulais goûter le mafé poisson parce que j'ai déjà goûté le mafé poulet hors caméra. Donc je me suis dit bah tiens, tant qu'à faire, je vais goûter mafé poisson. Donc voilà comment ça se présente. Alors je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçu parce que le mafé poulet que j'ai testé dans un restaurant hors caméra sur Dakar était vraiment bien présenté avec un petit bol à côté, le poulet, il y avait une grosse dose de riz. Moi je m'attendais, je sais pas, à avoir une sorte de poisson, un bout de poisson un peu émietté comme hier dans le Thié Boudien, mais non, j'ai un vrai poisson entier. Donc le mafé, c'est en fait, si vous voulez, ce plat servi avec une sauce à la pâte d'arachide. C'est très très bon. Moi j'ai beaucoup aimé celui que j'ai goûté au poulet. Donc ça coûte 4000 francs CFA. Et je vais goûter le jus de bouillie qui est fait avec le fruit du baobab. Donc c'est ça en fait que j'avais découvert au marché Soumbédioune, les petits bouts blancs. C'était de la bouillie. Je savais pas qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on en faisait. Ben, on en fait du jus. Donc ça vaut 1000 francs CFA. On va goûter ça en live. C'est très très bon. Alors il faut savoir qu'au Sénégal en général leurs jus sont assez sucrés. Même si vous ne demandez pas trop sucré, c'est quand même assez sucré parce que d'après ce que j'ai compris, ils sont préparés d'avance en fait. Donc c'est vraiment pas à la commande, on vous fait un jus, on vous met un petit peu de sucre, non. Je pense qu'ils en font des grosses jarres et puis comme ça permet d'aller plus vite lors de la distribution aux clients. Ça a vraiment un goût unique. Je pourrais pas dire ça ressemble à quoi. C'est très consistant. On dirait limite que ça a été mélangé un peu avec de la banane. Vous voyez, c'est assez épais. Très très bon. Bonne découverte. Et du coup, bah, c'est parti. J'attaque mon mafé au poisson. C'est pas mal, mais je préfère la version poulet, c'est meilleur. Par contre, il faut faire vraiment attention parce que c'est du poisson. Donc il y a vraiment des big arêtes. Je trouve que le Thié Boudien était vraiment bien meilleur hier. Et puis la portion était costaud pour 4000. J'avais une belle portion chez Néné. D'ailleurs, elle m'a fait rigoler parce que hier il y avait moins de monde. On était lundi, il y a un petit peu plus de monde chez Néné aujourd'hui. Et elle m'a dit, si c'est pas bon, tu payes pas. Si c'est bon, tu payes le double. Du coup, je rigole avec elle. Je lui dis, bon bah, tu m'obliges à dire que c'est pas bon. Comme j'ai déjà répété plusieurs fois, il y a un truc que j'aime bien au Sénégal, c'est que souvent les plats sont relevés, mais ça va, ça arrache pas, c'est pas trop piquant. C'est-à-dire que là, la sauce du mafé est un peu piquante, mais juste ce qu'il faut. Ça arrache pas la bouche, quoi. Ben voilà. Encore une nouvelle découverte. Après le Thié Boudiola, le Thié Boudien, le poulet yassa, le mafé poulet, ce sera mafé poisson. De
retour sur Dakar, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Alors moi j'ai passé une très bonne deuxième journée sur Gorée. D'ailleurs je quitterai demain Dakar direction une nouvelle ville. Alors je sais pas trop comment ça va se passer avec la situation actuelle, on verra. On vit ça un petit peu au jour le jour. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai beaucoup de mal à poster des vidéos, à poster même mes contenus sur Instagram, mes stories, parce que les réseaux ont été coupés. Par moment on n'a pas de 4G dans la journée, on peut se connecter en Wi-Fi sur les réseaux, mais il faut passer par un VPN. Donc voilà comment ça se passe un petit peu en ce moment sur la situation au Sénégal. Conclusion très rapide sur Gorée. J'ai beaucoup aimé l'île, c'est-à-dire vraiment sa sérénité, sa tranquillité, ses petites ruelles, ses petits pavés. Mais par contre, en toute transparence, je trouve que en tant que touriste, le fait d'être tout le temps sollicité, on peut pas faire 50 mètres sans que quelqu'un veuille nous vendre quelque chose, sans qu'on se sente un peu obligé d'aller visiter une boutique, etc. Donc un coup c'est un guide qui vient vous voir, un coup c'est pour visiter une boutique, un coup c'est pour un restaurant. Et en fait malheureusement parfois c'est un peu trop. Quand c'est un peu trop, ça devient un petit peu fatigant à la longue. Après attention, quand je dis ça, c'est à prendre avec des pincettes. C'est ça le voyage. J'ai voyager dans plein de pays et ça se passe comme ça dans beaucoup de pays. C'est le jeu du voyageur, si on n'est pas content, on voyage pas, mais c'est juste pour vous dire que je trouve que ça gâche un petit peu le charme de l'île. Parce qu'on ne sait pas parfois si les gens vous parlent vraiment par sympathie et qui veulent créer un lien avec vous, qui veulent vraiment communier, qu'on partage un petit peu voilà, des échanges interculturels, ou si c'est par intérêt. Et le truc, c'est que même parfois, j'ai senti un petit peu de déception, voire limite un petit peu de colère chez certaines personnes à qui vous dites non ou à qui vous choisissez pas forcément leur service. Par exemple, moi, j'ai choisi d'être avec Falou, mais il y avait d'autres guides qui m'avaient proposé leur service. Il fallait bien que j'en prenne un. J'allais pas en prendre 3, ce qui est logique. Mais j'ai senti que ceux qui étaient venus me parler la veille étaient pas très contents quand ils m'ont vu avec Falou. Parce que Gorée, c'est tout petit, hein, donc forcément, les personnes avec qui vous avez parlé la veille ou dans la journée, vous allez les revoir, c'est certain. En ce qui concerne Falou, grand merci, parce qu'il est très gentil, très patient. J'ai pris Falou, j'aurais très bien pu prendre un autre guide, hein, c'est comme ça s'est passé au feeling, hein, voilà. Les services, pour à peu près 2 heures, ça coûte 8000 francs CFA. Après, vous êtes libre de donner un petit pourboire, etc. Mais normalement, d'après ce que j'ai compris, c'est les tarifs, grosso modo, pour chaque guide, c'est 8000 francs CFA. Après, que vous preniez Falou ou bien une autre personne, c'est exactement la même chose. Ils ont été formés par la même personne et donc ils répètent mot pour mot la même chose. C'est-à-dire que quand j'étais avec Falou, il m'expliquait l'histoire dans la maison des esclaves. À un moment, il a utilisé une expression. Il me montrait en fait une cellule et il m'a dit que les gens étaient mis ici comme des boîtes de sardines. 2 minutes après, il y a un autre guide qui est passé. Il a répété exactement la même chose en utilisant le mot boîte de sardines. Et j'y suis retourné un petit peu plus tard à la maison des esclaves, justement pour bien m'imprégner du lieu, revoir un petit peu ça hors caméra. Et ben j'écoutais d'autres guides qui répétaient exactement la même chose que ce que Falou m'avait expliqué, mot pour mot. En ce qui concerne Gorée, je trouve que le fait de l'avoir fait comme ça en solitaire le premier jour et découvrir la vie des Goréens à mon rythme, de rencontrer les gens, de discuter avec eux, parce que j'ai parlé vraiment avec plein de personnes aussi hors caméra, je peux pas tout mettre, mais vraiment j'ai eu beaucoup d'échanges. Le fait de rester sur place la nuit, justement, on a un rapport qui est différent avec les locaux, parce que lorsque tous les commerces ferment, bah forcément les gens ne viennent plus vous voir pour vous vendre quelque chose, donc on a des vrais échanges. Je suis parti manger une petite street food, je me souviens le soir, j'étais là assis avec des Goréens, c'était très sympa à en discuter, etc. On avait de vrais et de beaux échanges, et le refaire justement le deuxième jour avec un guide et avoir toutes les informations de l'île, de cette île vraiment qui est chargée d'histoire, même si la plupart des choses que Falou m'a expliquées, je les avais lues sur internet ou je les avais apprises à l'école, le commerce triangulaire, etc. Mais là, le fait de voir vraiment le lieu, le fait de mettre des images sur des mots, parce qu'on peut peut-être le lire dans les livres d'histoire, mais on le voit pas. C'est important de se rappeler que ça a existé, que c'est pas juste écrit comme ça dans des livres d'histoire. Oui, ça a bel et bien existé malheureusement, mais aujourd'hui, nous, on a le devoir, surtout moi, en tant que créateur de contenu dans la thématique du voyage, d'informer, de partager, d'expliquer. Parce que moi aussi, je découvre et j'apprends les choses en même temps que vous, mais c'est bien justement de relayer pour que ça ne recommence jamais. Nous sommes tous sur le même vaisseau qui s'appelle la planète Terre. Nous sommes ses habitants, peu importe
notre couleur de peau, notre origine, notre culture, notre confession. On est tous sur le même vaisseau. Je terminerai donc cette vidéo par cette phrase qui m'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, je me souviens, quand j'étais à la maison des esclaves, j'ai eu la chance de croiser des écoliers avec leur instituteur qui leur répétait la phrase et surtout qui leur renseignait l'histoire et de leur dire n'oubliez pas, c'est votre histoire. C'était vraiment très très poignant. Ils étaient là tous autour du professeur et le professeur leur faisait répéter la phrase suivante. On peut pardonner, mais on n'oubliera jamais. Et c'est très important justement, effectivement, de pardonner, mais de ne jamais oublier. Donc je vous remercie vraiment d'avoir suivi cet épisode. Prenez bien soin de vous. Merci. Ciao. My baby for my yo sila. Woma ma wala ni mala bege. Woma ma wala ni mala bege.